El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ok, bonjour, bonjour. On va bientôt recevoir les documents du Congrès. Je pense la plupart des camarades ont très hâte de les lire, les perspectives suisses et le document de construction de l'organisation. Et je pense aussi que ça va être le premier congrès ordinaire du Parti communiste révolutionnaire pour une grande couche de camarades dans notre organisation. Et c'est aussi pour ça que je veux utiliser cette présentation pour essayer d'aider à lancer cette période de préparation au congrès. Mais en même temps, je veux aussi essayer d'élargir notre horizon sur cette question. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on construit cette organisation, comment et d'où viennent nos méthodes. Aujourd'hui, on vit au sein d'une crise historique du capitalisme, une crise organique qui touche à chaque aspect de la société, qui est caractérisée par des tournants brusques et violents. Et ça, c'est le but de comprendre tout ça, c'est le but de notre document de perspective suisse. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas la première crise organique du capitalisme. On n'avance pas dans le noir dans ce sens-là. La Première Guerre mondiale a marqué le début de cette première crise organique et avec elle a fait éclater la plus grande vague de révolution de l'histoire du capitalisme. Cette période de révolution, elle n'a pas juste été caractérisée par une entrée du prolétariat dans la lutte politique, mais aussi par l'émergence de son organisation révolutionnaire la plus importante, la plus conséquente de l'histoire, l'Internationale communiste. Et l'expérience de cette internationale, c'est vraiment une mine d'or pour tous les communistes. C'est notre ADN, c'est l'ADN de notre internationale encore aujourd'hui. Et je vais essayer de montrer à quel point c'est notre devoir aussi de l'étudier. Tout d'abord, il faut comprendre que la nécessité d'une internationale, ou d'un parti mondial de la révolution, c'est certainement pas quelque chose d'acquis. Évidemment, pour la bourgeoisie, la tendance aujourd'hui, elle est clairement au protectionnisme. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Mais plus sérieusement, les pressions nationales de la bourgeoisie trouvent aussi leur reflet dans le prolétariat. Beaucoup croient trouver leur salvation dans l'unité nationale, que ce soit avec Trump aux États-Unis ou avec la défense de la sacro-sainte Suisse neutre. Mais en fait, même au-delà de ça, il faut dire que le reste de la gauche, aujourd'hui, elle a aussi sérieusement abandonné une vision internationaliste conséquente. Charles l'a un peu mentionné, mais le PS de chaque pays on n'a pas grand-chose à faire de ce qui se passe dans les autres, notamment. Et certains d'entre eux même cherchent à se présenter comme étant les plus sérieux défenseurs du capitalisme de leur pays, le PS suisse, par exemple. Les anarchistes ne sont pas forcément beaucoup mieux. Ils n'arrêtent pas de dire que solidarité internationale, abstraitement, mais dans la pratique, ils ne cherchent pas non plus à construire réellement une organisation qui serait capable d'agir au niveau international. Ils se limitent au niveau local s'ils cherchent à construire une organisation tout court. Mais on ne peut pas non plus trop leur en vouloir. En fait, les traditions de construction, ces traditions de construction, elles ont largement été oubliées. Le capitalisme a été dans une phase de croissance prolongée de plus d'un demi-siècle après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a donné aussi une base pour marginaliser les révolutionnaires. Et aussi, là-dedans, l'impact du stalinisme ne peut pas non plus être sous-estimé. Comme l'a dit ce cher Brouet, le crime majeur du stalinisme est d'avoir discrédité le communisme pour des décennies aux yeux de millions de travailleurs, victimes, bourreaux, complices et témoins. Mais alors, qu'est-ce que c'est un parti communiste et qu'est-ce que c'est une internationale et surtout, pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous ? Je vais faire un petit peu vite sur les bases, mais on peut déjà dire que le terrain immédiat de la lutte des classes, c'est la lutte économique dans l'entreprise contre le boss contre le patron, pour des meilleurs salaires, etc. Et cette lutte, elle trouve ce reflet dans des syndicats qui réunissent des larges couches du prolétariat, mais aussi qui les réunissent sur une base essentiellement économique. Ça veut dire souvent des luttes atomisées par secteur, voire par entreprise spécifique. Mais nous, on sait que sous le capitalisme, outre être un mode de production économique, c'est un système qui est défendu, c'est un régime politique qui est défendu par un État capitaliste, par sa police, par son armée. Et donc, la lutte des classes, elle doit également devenir une lutte politique. Pour vaincre, le prolétariat doit s'unir non seulement dans l'entreprise, mais doit s'unir
à travers tous les secteurs en tant que classe contre la bourgeoisie de tout le pays et ses institutions. Dans les situations révolutionnaires, le prolétariat se dirige vers cette lutte politique, vers une lutte socialiste, et là-dedans, le parti est vraiment crucial, irremplaçable. Il a pour tâche d'unifier tout le prolétariat sur la base d'un programme révolutionnaire. Il a la tâche de canaliser toutes les forces disparates dans la même direction, leur fournir l'expérience nécessaire pour mener à bien la révolution socialiste. Et par exemple, aujourd'hui, on voit très bien à quel point le manque d'une telle direction révolutionnaire se fait ressentir. L'absence d'un programme communiste révolutionnaire conséquent laisse la porte grande ouverte aux démagogues et populistes de droite. Ouais, tout ceci pour dire qu'on a besoin d'un parti formé, un parti avec des experts de la révolution, un parti qui comprend le développement de la conscience dans le long chemin vers le renversement du capitalisme. Bref, un parti de cadres communistes. Et ça, c'est précisément ce qu'avaient compris les bolcheviks, le parti de Lénine, lors de la révolution russe de 1917. Et c'est sous leur direction que le capitalisme fut renversé sur 1/6 du globe. Et donc, oui, la révolution communiste a pris d'abord une forme nationale, ça prend la forme de renversement de notre État bourgeois, en l'occurrence de l'État russe pour les bolcheviks. Mais en essence, c'est une révolution internationale, Charles l'a dit. Mais pourquoi ? Je ne vais pas rentrer non plus en détail là-dessus, mais pour faire court, le système capitaliste, c'est un système qui est aujourd'hui mondial et qui ne peut pas être durablement détruit dans un seul pays. Si la révolution n'aboutit que dans un seul pays, elle finira forcément par se faire écraser sous les pressions militaires et économiques du monde capitaliste. Autrement dit, un parti communiste dans un seul pays, c'est pas assez. Et ça aussi, c'est précisément ce que les bolcheviks avaient compris. C'était les seuls à l'avoir compris jusqu'au bout. Il fallait une internationale révolutionnaire. Et par chance, il existait une internationale avant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la Deuxième Internationale. Mais, manque de bol, cette internationale n'était juste tout simplement pas à la hauteur des tâches historiques de la Révolution mondiale. Je ne vais pas non plus rentrer en détail sur la dégénérescence de la Deuxième Internationale, mais pour donner une idée, Lénine disait que la Deuxième Internationale se résumait à un bureau de poste. Elle envoyait des lettres aux différentes sections nationales pour les féliciter de tel congrès ou je ne sais quoi, publiait pas mal de textes, parfois assez bons, mais à part ça, elle ne faisait pas grand-chose. Et si on est même un peu méchant, on peut dire que cette internationale était en fait surtout une fédération de partis nationaux organisés autour du Parti social-démocrate allemand, qui était la section la plus forte, et qui était aussi la section qu'on n'avait pas grand-chose à faire de ce qui se passait ailleurs, notamment en Russie. Et oui, ne parlons même pas des colonies ou de leur intérêt envers les colonies qui était quasiment inexistant. Et donc, évidemment, sur une base aussi misérable, sur une base qui s'était effritée depuis plusieurs décennies, la Deuxième Internationale, elle s'est juste effondrée dès les premières véritables épreuves. La Première Guerre mondiale a signé l'arrêt de mort de cette internationale. Toutes les sections ont soutenu leur propre bourgeoisie pendant la guerre, capitulant devant la grande tâche révolutionnaire qu'ils auraient dû mener. Et donc l'internationale a juste explosé. Et voyant tout ça, les bolcheviks, et en particulier Lénine, a tiré des conclusions politiques très rapidement. En fait, même avant la révolution russe. Dès décembre 1914, Lénine commence à parler de la fondation d'une nouvelle internationale, d'une troisième internationale. Et c'est là qu'il commence le douloureux travail de rassembler les forces réellement révolutionnaires du monde entier, les forces réellement internationalistes. Et au début, ces forces sont très très petites, beaucoup plus petites que même notre internationale aujourd'hui. Lénine dit en 1915 que les véritables internationalistes se comptent du monde entier, tiennent sur 2 tribunes de stade. Ouais. Mais oui, on compte par exemple Rosa Luxembourg, etc. Mais après plusieurs années et sous l'impulsion de la révolution russe, ces efforts culminent finalement au congrès de fondation de la nouvelle internationale communiste, la troisième internationale, en 1919, comme l'a dit Charles. Et c'est dans le feu de la révolution et de la guerre que se réunit ce premier congrès. Et il faut dire, ce premier congrès, il est animé d'une énergie juste incroyable, mais c'est aussi un congrès qui est extrêmement confus. On a des bolcheviks, mais on a aussi des anarchistes, des pseudo-communistes bizarres, et même des centristes
qui est le terme que les marxistes utilisent pour caractériser les gens, si on veut, entre réforme et révolution. Et ouais, il y a par exemple cette incroyable scène du délégué autrichien qui arrive 2 jours en retard après avoir traversé l'Europe entre des wagons de train et qui arrive couvert de suie et tout ça, et qui monte sur scène, sort un couteau de sa poche, coupe la doublure de son manteau et sort sa carte de délégué en disant « Je suis le délégué autrichien ». Et voilà, genre ça c'est le type de gens qu'on avait à ce congrès-là, c'était des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour la révolution, mais en même temps des gens qui étaient juste pas formés du tout, qui étaient très confus politiquement. Et donc la tâche du Comintern dans ce contexte, donc de la Troisième Internationale, elle est très claire. Il ne suffit pas de réunir des gens pour construire une organisation révolutionnaire, il faut clarifier les tâches politiques. Et dans ce sens, la direction du Comintern elle-même parlait de ces congrès comme des écoles de stratégie révolutionnaire. Bien loin étaient les congrès de la Deuxième Internationale où l'on votait juste des documents formels sans conséquence. Bien loin était la fédération de partis qui n'étaient pas d'accord entre eux. Genre non, la Troisième Internationale devait être une internationale d'action, un parti mondial de la révolution, et pour cela, elle devait d'abord clarifier toutes les questions politiques les plus importantes. Autrement dit, elle devait avoir une unité théorique pour avoir une plus grande force de frappe. Et ce travail-là, il commence sérieusement en fait qu'à partir du 2e congrès du Comintern, qui est tenu l'année suivante, en 1920, et aussi qui a continué avec les congrès suivants, le 3e et le 4e congrès, les années qu'on suivait. Et là, toutes les questions, même les plus profondes, y sont discutées. La question coloniale, la question des femmes, la question de la guerre. Il y a des vastes débats. Il y a vraiment une explosion théorique. Mais aussi, tout simplement, la question, qu'est-ce qu'un parti communiste et comment vraiment le construire? Et c'est dans ce sens-là que le 2e congrès de la Troisième Internationale vota ce qu'on appelle les 21 conditions d'adhésion à l'internationale. Et dès la première de ces conditions, la démarcation, elle est extrêmement claire. Tous les organes du parti, notamment le journal, doivent avoir un caractère communiste, révolutionnaire, et doit expliquer la nécessité de la dictature du prolétariat à partir de chaque question particulière. Et autrement dit, pas une seule place n'est laissée ici aux réformistes ou aux centristes qui sont, eux, effrayés du renversement intégral du capitalisme. Et pourquoi est-ce que c'était si important de se démarquer des réformistes? Avec la création de l'internationale communiste, il y a beaucoup d'éléments qui avaient été attirés vers les communistes, des éléments opportunistes, en fait, des éléments qui voulaient plus ou moins y faire carrière, des rejetons de la Deuxième Internationale, qui voulaient surfer sur le succès des communistes. Et bref, en fait, des gens qui n'avaient rien à faire là. Et donc, il y avait eu cette nécessité de rompre avec eux et de se démarquer de la vieille internationale. C'est aussi dans ce sens que la 17e condition disait que toutes les sections devaient se renommer en parti communiste. Et ça peut sembler très formel, mais en vrai, derrière cette question, il y avait la nécessité d'avoir une bannière claire, une bannière offensive, qui pouvait parler à la couche la plus avancée du prolétariat, en démarcation totale avec les réformistes, avec le vieux terme social-démocrate, qui était beaucoup trop vague et surtout sali par la collaboration des social-démocrates avec la bourgeoisie. Et il faut dire, l'internationale communiste était extrêmement dur avec ces réformistes qui défendaient à demi-mot le chauvinisme, en fait. D'ailleurs, la 13e condition demandait explicitement leur exclusion de chaque section. Et en fait, ça, c'était juste la conclusion logique des discussions au sein des congrès qui avaient eu lieu sur la guerre, sur la question nationale et sur la tactique révolutionnaire. Il n'y avait juste plus la place pour faire copain-copain avec les traîtres du mouvement ouvrier. Et le fait que ces décisions elles soient venues à l'issue de longues discussions politiques, c'est ici en fait très important. La Troisième Internationale savait qu'il existait des éléments honnêtes parmi les centristes, par exemple, des personnes qui pouvaient être convaincues par des explications patientes, et donc leur approche n'était pas simplement de virer tout le monde, tous les gens qui n'étaient pas d'accord par décret,
mais plutôt d'établir une ligne de démarcation par la discussion politique, et ainsi de renforcer aussi toute l'international sur ces questions. Et je pense que c'est aussi l'attitude que nous, on doit avoir aujourd'hui. Par exemple, c'est certainement pas parce que quelqu'un ne se dit pas encore communiste qu'il ne peut pas le devenir au fil des événements ou après des discussions. Mais pour réellement les convaincre, il faut prendre ces personnes au sérieux et il faut avoir beaucoup de patience. Et la direction de l'internationale communiste, elle avait justement beaucoup de patience, notamment par rapport à une autre couche qui avait été attirée à l'internationale communiste à cette période. Alors quelle était cette couche ? En fait, il y avait énormément de jeunes communistes très motivés qui avaient rejoint, mais qui étaient aussi complètement inexpérimentés. On a un exemple suisse de ça, la jeune camarade suisse Léonie Kacher, qui a débarqué au premier congrès en disant « C'est super, la révolution suisse a commencé, j'ai fondé le parti communiste, j'ai fondé des soviets à Zurich, j'ai compris que les syndicats sont devenus réactionnaires, etc. etc. » Et ça, c'est des conclusions politiques hyper avancées. Mais en même temps, il ne suffit pas de quelques communistes pour former un soviet. Et en fait, pas non plus pour fonder un parti révolutionnaire de masse. Il faut réellement des masses qui entrent en lutte et que les camarades soient capables de se lier à elles. Et peut-être même qu'il faut aller les chercher dans ces syndicats réactionnaires. Mais bref, les actions en fait de cette camarade, de Kacher, étaient finalement pas vraiment révolutionnaires. Elle et son groupe se coupaient justement de la conscience des masses par leur approche figée. Ils étaient ce que les marxistes appellent gauchistes ou sectaires. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Lénine, face à ça ? Il ne s'est pas moqué de ces personnes. Il ne les a pas non plus exclus de l'international parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Non, il comprenait que ces personnes étaient honnêtes, que leur caricature du communisme pouvait être corrigée, et il leur a expliqué patiemment comment. C'est pour le deuxième congrès du Comintern qu'a été écrit, par exemple, le légendaire Gauchisme, maladie infantile du communisme, que tout le monde doit lire. Pour parler en fait aux gauchistes dans l'international. Comparer seulement le ton de ce livre avec le ton de l'autre livre qui a été écrit pour le deuxième congrès, à savoir Terrorisme et communisme de Trotsky, et ça a juste rien à voir. Terrorisme et communisme, il a été écrit pour se démarquer politiquement des socio-chauvins, des réformistes, de toute la vieille deuxième internationale, et sans doute le livre le plus méchant qui a jamais été écrit. Mais c'est aussi un très bon livre, je le recommande. Et à l'inverse, le gauchisme a été écrit pour convaincre des jeunes militants, convaincre les jeunes militants qui devaient devenir les futurs cadres de la révolution mondiale. Et donc, dans cette discussion, Lénine, il sait très bien qu'il ne pourra pas gagner tout le monde, mais la discussion elle-même permet de clarifier pour tous, pour toute l'internationale, des points sur la tactique révolutionnaire. Et donc, il explique, il prend les gauchistes au sérieux, il ne fait pas juste un décret pour leur interdire d'être gauchistes, comme aurait peut-être fait Staline. Et, bref, l'internationale communiste, sous Lénine, voulait des camarades qui soient capables de réfléchir par eux-mêmes, qui puissent appliquer le programme communiste à chaque situation. Il ne voulait pas juste des idiots obéissants comme Staline. Et on doit vraiment apprendre de cette méthode-là. C'est comme ça qu'on construit une organisation de cadre. Et au passage, je vais faire un mini aparté, mais ça a un impact aussi sur comment est-ce qu'on élit des délégués au Congrès, par exemple. Les délégués du Comintern n'avaient pas de mandat impératif, ce qui est d'ailleurs assez rare dans beaucoup des partis aujourd'hui, même dans les organisations de gauche. Et donc pas de mandat, un mandat impératif aurait voulu dire, par exemple, le délégué représente un certain nombre de personnes qui votent sur quelle position le délégué va voter au Congrès. En fait, ça, en réalité, ça fait perdre tout contenu politique au Congrès. Ça le transforme juste en show, parce que les délégués pourraient très bien envoyer leur vote à l'avance par courrier, et il n'y aurait même pas vraiment besoin de discuter. Genre non, pour le Comintern, si on dit que les congrès étaient une école révolutionnaire,
un événement réellement politique, ça veut dire que les discussions, elles ont lieu au sein du Congrès avec les meilleurs camarades délégués qui y sont délégués et qui peuvent donc changer d'avis aussi au cours de la discussion. Et évidemment, c'est aussi comme ça que fonctionne notre international. En réalité, ce que je décris à travers tous ces trucs sur le Congrès, c'est le centralisme démocratique, si on veut, qui était également la 12e condition d'adhésion au Comintern. Et qu'est-ce que c'est le centralisme démocratique? D'un côté, c'est une liberté totale dans la discussion, mais pas parce que la démocratie, c'est quelque chose qui est super bien dans l'abstrait, ou qu'on serait très content qu'il y ait plein de débats avec tout le monde qui a des avis divergents. Non, pas du tout. Au contraire, la démocratie, pour le Comintern et pour nous, c'est justement un outil pour atteindre la plus grande unité théorique, pour convaincre tous les camarades de tirer dans la même direction. Et c'est aussi dans ces discussions au Congrès que peut émerger une réelle direction politique. Autrement dit, pas juste une direction qui est là parce qu'il y a eu un vote formel quelque part, mais une direction qui a de l'autorité politique, qui a été capable de produire la meilleure analyse de la situation et de convaincre démocratiquement les camarades du chemin à suivre. Et ça, même si c'est plus très à la mode au sein de la gauche, nous on affirme, on est fiers d'avoir une direction politique, d'avoir des vraies discussions en profondeur sur chaque sujet, d'avoir des documents de congrès qui sont écrits, etc. Et oui, je pense aussi que c'est clair qu'on ne pourrait pas écrire des documents de perspective. Et si vous n'y croyez pas, attendez quelques jours pour voir que la direction politique, c'est important. Et oui, au sein du Comintern, pareil, on ne pourrait pas non plus sous-estimer, on ne devrait pas sous-estimer le rôle de Lénine et Trotsky, par exemple. Ouais, nous, on n'évite pas la discussion juste parce que, ou des discussions politiques juste parce qu'elles pourraient heurter les préconceptions de tel ou tel camarade. Genre non, si on faisait ça, on ne serait pas capable d'agir, comme le reste de la gauche. On doit clarifier chacune de ces questions. Et ça veut dire que c'est sur le programme qu'est construite une organisation communiste, sur la base des idées. C'est comme ça que le Comintern pouvait tendre vers un parti mondial centralisé, et pas vers une fédération de partis nationaux. Après, et un peu l'autre moitié, si on veut, du centralisme démocratique, c'est que après toutes ces discussions politiques, tout le parti devait agir dans la même direction, sur la base de ce qui avait été décidé. Et ça veut dire même la minorité. En fait, cette méthode, elle découle assez naturellement de la position du prolétariat sous le capitalisme. Genre la force du prolétariat réside dans l'action collective. Il y a cet exemple du piquet de grève que certains d'entre vous ont dû entendre 1000 fois, mais que j'aime beaucoup, qui montre juste la nécessité du centralisme démocratique dans la lutte. C'est-à-dire que si la moitié des travailleurs font grève et que l'autre moitié remplace les travailleurs qui font grève, la grève, elle n'a absolument aucun effet. Le prolétariat, oui, il doit discuter sur est-ce qu'il faut faire la grève ou pas, mais une fois que cette décision est prise, elle doit être appliquée par tous les travailleurs. Sinon, la grève ne réussit pas. Bref. Je pourrais continuer à citer d'autres de ces 21 conditions, ou même d'autres discussions sur la construction de l'organisation qu'il y a eu au Comintern, au congrès du Comintern. Et oui, sérieusement, en fait, on pourrait même republier certains de ces documents tels quels aujourd'hui. C'est des documents qui sont extrêmement actuels, dont certains sont publiés là-dedans d'ailleurs. Et ouais, mais ce que j'essaye de montrer aussi à travers tout ça, c'est qu'on ne peut pas juste appliquer formellement quelque chose comme les 21 conditions ou d'autres documents qu'a produit le Comintern à notre organisation aujourd'hui. C'est pas assez pour se dire communiste ou pour se dire dans la tradition de la Troisième Internationale. Aujourd'hui, il y a plein de groupes qui font ça, qui se revendiquent de ces documents, mais qui en fait sont aux antipodes totales du Comintern. Par exemple, les groupes maoïstes, les groupes staliniens, etc. Genre non, les méthodes de construction, elles ne se décrètent pas avec un seul document, elles se discutent, s'approfondissent, s'appliquent dynamiquement à chaque nouvelle situation. Et c'est aussi comme ça que je pense qu'on devrait discuter le document de construction d'organisation pour notre propre congrès. Ce texte ne servira à rien si on n'en discute pas en branche avec tous les camarades. Il ne servira à rien
si on ne se demande pas qu'est-ce que ça veut dire pour le travail de ma branche, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire si la branche grandit, etc. etc. Parce que, enfin oui, les documents c'est super, les idées du marxisme c'est super, mais il faut leur donner corps. Il faut des gens pour porter ces idées. Des gens qui réfléchissent, pas des robots qui recrachent des schémas tout faits. Autrement dit, il faut des cadres révolutionnaires. Je vais maintenant essayer de prendre l'exemple de la section italienne du Comintern, parce que je pense qu'elle permet aussi de concrétiser certains de ces exemples. Et ouais, c'est aussi un endroit où tous les processus dont je parle au sein de l'international, en fait, ont été particulièrement visibles. À partir de la Première Guerre mondiale, et surtout après la Révolution russe, une aile gauche a commencé à émerger au sein du Parti socialiste italien, donc une aile révolutionnaire. Mais contrairement à beaucoup d'autres vieux partis de la Deuxième Internationale, le Parti socialiste italien, le PSI, il n'est pas tombé directement dans un social-chauvinisme ouvert. En fait, en grande partie, il a plutôt adopté une position pacifiste, une position centriste. Et ça a fait que le PSI a initialement adhéré dans sa totalité à la Troisième Internationale, pas juste l'aile révolutionnaire. Mais du coup, la réalité, c'est que le PSI était révolutionnaire en parole, mais restait réformiste dans les faits sur beaucoup de questions. Et dans ce contexte, bah oui, l'aile gauche du PSI, elle a adopté une position sectaire. Elle voulait plaquer le schéma russe sur la situation italienne et faire scission tout de suite avec le centre et avec la droite du PSI. Et bon, déjà quand je dis que cette aile gauche était sectaire, c'est pas juste mon avis, mais celui de la leader de cette tendance, Bordiga, qui pour l'anecdote, dans la dernière interview avant sa mort, l'intervieweur lui a demandé Lénine a dit que vous êtes sectaire, qu'en pensez-vous? Bordiga a répondu alors non, Lénine n'a jamais dit ça, mais par contre oui, je suis sectaire. Le problème, c'est que, bah oui, si cette aile gauche du PSI avait raison sur les principes abstraits, et en fait qu'elle avait aussi raison de dire que le centre finira par trahir, bah, le problème, c'est que c'était la seule qui comprenait ça. Une scission de gauche du PSI en 1919 aurait mené à une confusion des plus totales dans la base du parti et dans la classe ouvrière en général. Genre, les gens se seraient dit pourquoi est-ce que notre parti se divise en deux? Ils sont chiants, c'est communistes, etc., etc. Et oui, bref, ça aurait juste totalement isolé les communistes du reste du prolétariat italien. Et c'est aussi pour ça, et c'est justement pour ça, que Lénine conseillait à l'aile gauche de ne pas faire scission tout de suite. Ceci, Lénine, il ne le faisait pas sur la base d'un schéma tout prêt, ou du schéma russe par exemple, mais en analysant méticuleusement la situation italienne. Là, on voit vraiment le lien entre les perspectives et la construction de l'organisation. Dans les congrès du Comintern, les dirigeants centristes du PSI étaient violemment attaqués, mais sur une base profondément politique. Le but du Comintern, c'était en fait de montrer à la base du PSI les limites qu'avaient leurs dirigeants. Autrement dit, de différencier le parti sur des lignes politiques. Et les limites des dirigeants centristes, elles sont assez rapidement devenues apparentes aux yeux d'une large couche de la classe ouvrière lors des occupations d'usines de 1920 en Italie, où en gros c'était une situation presque pré-révolutionnaire, une crise du capitalisme italien qui s'approfondissait énormément. Et qu'est-ce qu'ont fait les réformistes du PSI à ce moment-là? Évidemment, ils ont trahi, ils ont laissé la classe ouvrière se faire réprimer, ils ont failli à leur tâche d'organiser le prolétariat et de le mener à la révolution au moment décisif. Bon, je le simplifie beaucoup, mais voilà. Et donc la différenciation au sein du PSI, elle s'est énormément accélérée. L'aile révolutionnaire, du coup, elle avait plus juste de bonnes idées dans l'abstrait, mais elle avait aussi gagné une base à travers ces discussions et à travers ces événements. Et par exemple, dans la direction, elle a été rejointe par un certain Gramsci. Bref. Tout ce que cela veut dire, c'est que lorsque le PSI a finalement scissionné l'année suivante, les communistes ne sont pas partis avec quelques centaines de membres, mais avec 58 000 membres endurcis
par ces luttes. Et donc ce qu'on avait là, c'était un parti communiste fort et uni, pas parce qu'on avait artificiellement sélectionné quelques personnes qui étaient déjà d'accord avec nous, mais parce qu'on avait convaincu politiquement la base du parti par les idées dans la pratique. Et il faut dire vraiment, encore une fois, que ce processus est radicalement différent de celui dans les autres pays. En Allemagne, par exemple, le SPD, le Parti social-démocrate, a explosé en 3 et le prolétariat a directement été plongé dans une situation révolutionnaire. En Grande-Bretagne, le Parti communiste s'est organisé sur la base de plein de petits groupes communistes et a fait du travail au sein du Parti travailliste. En Chine, c'est encore différent, etc., etc. Encore une fois, le chemin vers la révolution, ce n'est pas un chemin qui est tout tracé. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de garantie pour construire, si ce n'est la formation de camarades, de cadres formés aux idées du marxisme. Si on n'a pas de cadre, on s'écroule juste à chaque nouveau tournant qui nous présente une situation inconnue. Et en fait, de la même façon, le centralisme démocratique n'est pas non plus une formule magique. C'est très différent comment on peut utiliser la démocratie du parti dans une république bourgeoise, de comment on pourrait l'utiliser dans un État capitaliste totalitaire où l'on doit travailler illégalement. Et c'est aussi très différent ce qui est nécessaire pour le maintien d'une organisation unie et centralisée dans ces différentes conditions. Bref, en fait, juste se demander si on a bien appliqué telle ou telle formule dans l'abstrait, ça ne sert à rien. C'est toujours une question politique. Il faut partir de la situation concrète, l'analyser à travers des perspectives du développement du capitalisme et de la lutte des classes. Et de là découlent les tâches organisationnelles et tactiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les congrès du Comintern avaient de longues discussions sur les perspectives et des longues présentations, souvent de Trotsky, qui doivent être dans ce livre, du coup. Et c'est aussi à ça que sert notre congrès, du coup. C'est pour ça que c'est le moment le plus important pour tous les communistes. Si ce n'est peut-être le congrès mondial, mais voilà. Et la troisième internationale, ouais, je vais passer un tout petit peu parce que sinon je ne vais pas avoir le temps. Mais la troisième internationale, elle a elle aussi fini par dégénérer. Et je ne peux pas rentrer en détail sur ce processus ici. Peut-être les gens peuvent aider dans la discussion. Ouais. Mais je veux quand même insister sur un point. Ou plutôt montrer à quel point l'internationale sous Staline était aux antipodes de l'internationale des 4 premiers congrès sous Lénine et Trotsky, si on veut. En Italie, par exemple, si on reprend le cas italien, la direction gauchiste de Bordiga a adopté une position gauchiste, sans grande surprise, avec la montée du fascisme. En gros, ce que disait Bordiga, c'est le fascisme, c'est pas un vrai danger, de toute façon, c'est juste une autre forme du régime bourgeois, et donc il faut refuser de faire un front avec les autres orgas prolétariennes parce qu'elles sont pas assez communistes. Et adopter cette position au moment de l'émergence du fascisme, c'est extrêmement grave. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais quelle a été la réaction du Comintern qui commençait déjà à dégénérer, à se staliniser? À ce moment-là, Lénine était mort et enterré. Pas enterré d'ailleurs. Mais la méthode... et la méthode d'explication patiente était morte avec lui. Non, genre la nouvelle direction du Comintern, elle a simplement enlevé la direction gauchiste en Italie et a mis une nouvelle direction à la tête du PCI maintenant, Parti communiste italien, et a mis une nouvelle direction à la tête du parti italien en trafiquant au passage les votes lors du congrès. Et oui, en fait, effectivement, la nouvelle direction avait des meilleures positions sur le fascisme. Mais les positions venaient de moins en moins d'une vraie compréhension politique du phénomène et étaient de plus en plus basées sur juste répéter ce que l'internationale disait. L'unité et le centralisme du parti n'étaient plus basés sur la compréhension commune des perspectives et des tâches, mais sur un centralisme bureaucratique. La direction du parti n'était plus là grâce à son autorité politique, mais simplement par des règles organisationnelles figées, des votes qui servaient à rien, etc. Et donc, la tactique du parti n'était plus formulée par des cadres qui comprenaient la situation,
mais était imposée depuis le haut, en plaquant les envies de la Russie sur la situation italienne. Et donc oui, même si les politiques imposées par la Russie au début étaient bonnes, on comprend vite que sans cadre et sans centralisme démocratique, les sections de l'international ont rapidement dégénéré. Et ouais, dans ce processus de dégénérescence de l'international, il y a aussi quand même un autre point important, un avantage que nous on a aujourd'hui sur le Comintern et que je pense qu'on doit vraiment intégrer, c'est que la troisième internationale, elle s'est construite pendant la Révolution mondiale. Des cadres révolutionnaires devaient juste être formés sur le tas et le plus vite possible. Le premier congrès, il s'est tenu dans un contexte où la guerre n'était pas totalement finie à l'est de l'Europe et la moitié de la délégation hongroise est morte en allant au congrès. Et donc évidemment, c'est un peu difficile de former des cadres si la moitié meurt en venant. Nous, à l'inverse, je vous promets qu'il n'y a aucune chance que vous receviez un obus en allant à notre congrès. Mais oui, mais juste le résultat de cette situation extrêmement difficile et où ils devaient construire le parti très tardivement, c'est que les cadres du Comintern étaient peu expérimentés. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec des Bordiga à la tête des partis. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu plusieurs erreurs catastrophiques en Italie, mais aussi en Hongrie, en Chine, en Allemagne, surtout en Allemagne, et des erreurs qu'ont finalement condamné la Révolution mondiale et ont préparé le processus de dégénérescence de l'international. Malgré tout ça, malgré ce rush, la Troisième Internationale a pu grandir énormément sur la base des idées marxistes et a pu à court terme corriger partiellement certaines de ses erreurs. Et je pense que juste ce succès-là doit nous inspirer. Nous, on n'est pas encore dans une période de révolution, ou même de pré-révolution à l'échelle mondiale. Et donc, on a le temps de s'y préparer, comme l'ont fait les bolcheviks en Russie. Mais ça veut aussi dire qu'on doit prendre cette préparation au sérieux. Oui, on a le temps, on a assez de temps pour être calme, mais il y a quand même assez d'urgence pour qu'on ne remette pas la tâche de construction du parti à demain. Il faut dès aujourd'hui recruter et former les prochains communistes. Sinon, on ne sera juste pas prêt au moment des explosions révolutionnaires. Et je pense que la situation politique mondiale nous offre un rappel de cette urgence. Et donc oui, dans la construction d'un parti révolutionnaire, il est impossible de ne pas faire d'erreurs. Mais le problème, c'est que le Comintern a dû faire ses pires erreurs pendant la Révolution. Elle n'avait pas le temps de les faire avant. Et donc ça veut dire que les erreurs coûtaient souvent la destruction intégrale du parti, et même souvent sa destruction physique, avec le fascisme par exemple. Nous, on a encore le temps de corriger nos erreurs actuelles, on a le temps d'en tirer des leçons importantes, mais on doit aussi apprendre des erreurs du passé. On ne doit pas juste se lamenter sur les échecs, les échecs des révolutions du passé, de la révolution allemande, de la Commune de Paris. Non, on doit étudier ces expériences pour qu'elles n'aient pas été en vain. Donc quand on dit qu'on s'inscrit dans les traditions de l'internationale communiste et du parti bolchevique, je vois souvent des camarades qui, en fait, y croient que à moitié, dans le sens où, genre, oui, on fait un peu comme eux, mais concrètement, on ne sait pas exactement ce qu'on fait comme eux, à part le plan communiste général. Mais non, genre, il y a vraiment des traces très concrètes de l'internationale communiste partout dans notre organisation. De choses aussi vastes que le centralisme démocratique, jusqu'à des choses aussi précises de la manière dont on élit nos délégués, en passant par le rôle du journal, comment on finance le parti, etc., etc. Nos traditions, c'est vraiment la généralisation de l'expérience de ces 150 ans de lutte prolétarienne, conservée dans le parti historique du prolétariat, qui fait d'une certaine façon office de mémoire de la classe ouvrière, de la Ligue communiste de Marx jusqu'à notre internationale, en passant par l'internationale communiste. Nous, on n'a rien inventé, et on n'a pas honte de ça, au contraire. On est complètement contre ces académiciens marxistes qui passent leur vie à réinventer la roue et qui ne font que la rendre moins ronde. Mais, en même temps, cette mémoire de la classe ouvrière, ce parti, c'est pas une entité abstraite qui flotte quelque part, c'est quelque chose qui est composé d'individus qui défendent collectivement le programme communiste.
Et ça veut dire que les méthodes, c'est à nous de les conserver et de les utiliser. C'est à nous de se former pour devenir capable de les manier, de plonger, c'est à nous de plonger dans les classiques de notre tendance, et ensuite, c'est aussi à nous de les transmettre aux prochains camarades, de rendre nos connaissances et nos expériences une force collective de tout le parti. Alors, finissons le travail commencé par l'Internationale communiste, construisons le parti mondial qui balayera le régime capitaliste de notre planète, construisons l'ICR. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo